Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 29 mai 2021 pour le 237e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport qui sera en réalité un rapport de situation à la fois du Donbass et de Biélorussie, puisque l'actualité cette semaine a été principalement marquée par ce qui s'est passé le 23 mai à Minsk. Je vais y revenir en détail, mais je veux aussi parler quand même de l'évolution de la situation militaire en République populaire de Donetsk. Sur le plan militaire, justement, du 22 au 28 mai 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 21 reprises, donc on est à moins que la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 201 munitions, dont 75 obus de mortier de 120, 82 et 60 mm. Donc là, on est aussi à peu près à la moitié des chiffres de la semaine dernière. Il faut y rajouter les 2 violations du cessez-le-feu et les 17 munitions, dont 10 obus de mortier de 82 mm tirés par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Malheureusement, s'il y a moins de tirs, il y a toujours des victimes. Ces tirs ont tué un civil, je vais y revenir, blessé 5 soldats de la RPD et endommagé 5 habitations, un transformateur et un gazoduc. Donc c'est toujours pas bon quand même. C'est toujours pas bon. En matière de violation des accords de Minsk, eh bien l'armée ukrainienne continue de déployer des armes lourdes, en violation de ces mêmes accords. Les services de renseignement de la RPD ont détecté cette semaine le déploiement de 28 pièces d'armement lourd, à savoir dans le détail 4 véhicules de transport de troupes blindées type BTR, 10 véhicules de combat d'infanterie type BMP, 8 véhicules de transport de troupes type MTLB et 6 véhicules blindés. Et pour cacher tout ça, eh bien, l'armée ukrainienne a brouillé à de nombreuses reprises les signaux des drones de l'OSCE. Je vous montre, comme d'habitude, la petite carte. Je pense que ça se passe de commentaires, c'est très clair. Voilà. Donc je vous le disais, cette semaine, on a eu un civil qui a été tué. Ce civil qui est mort et les 5 habitations endommagées l'ont tous été le 24 mai à Trudovski. L'homme né en 1955 a été tué par un tir à l'arme légère de la part de l'armée ukrainienne. Il a reçu une blessure par balle à la poitrine et malheureusement il n'y a pas survécu. Les maisons endommagées l'ont été par des tirs de lance-roquettes, donc type RPG, SPG, donc lance-roquettes anti-char, et d'obus de mortier, dont des obus de 60 mm au standard OTAN. Le retour des bons vieux obus de mortier standard OTAN. Donc là, l'histoire, comme quoi on se bombarderait nous-mêmes, encore une fois, va tomber un peu à l'eau avec ce genre d'obus, puisque nous n'en avons pas. Nous n'avons pas de 60 mm. On est toujours au standard soviétique, 82 et 120. Bon, ces tirs ont endommagé, donc comme je le disais, 5 habitations, principalement au niveau des toits, des façades, des fenêtres, des palissades. Il y a aussi une porte qui a bien mangé, comme vous le voyez sur les photos. Il y a même un morceau d'un des projectiles qui a fini sa course à l'intérieur d'une maison. Les gens ont vraiment eu de la chance qu'il n'a pas poursuivi plus loin et qu'il n'y avait personne là à ce moment-là. Il y a eu un gazoduc et un transformateur qui ont été touchés, privant à peu près 400 habitations de courant, dont les photos que je vous montre ont bien sûr été prises, comme d'habitude, par la représentation de la RPD au sein du CCCC. Et donc, comme je le disais, l'actualité de la semaine, ça a bien sûr été l'histoire du vol Ryanair qui a été détourné vers Minsk et de l'arrestation de 2 personnes qui se trouvaient à bord, à savoir Roman Protasevich et sa compagne Sofia Sapega. Alors, cette histoire qui prend des proportions dantesques est une véritable bataille de propagande, donc je vais revenir dessus en résumant un petit peu tout, puisqu'il y a des nouvelles informations qui sont venues concernant le détournement de l'avion, qui sont assez contradictoires les unes avec les autres. Chacun y va de son petit laïus. Donc ça a commencé en fait le 23 mai à 12h25. 23 mai, 12h25, plusieurs aéroports, dont celui de Minsk et de Vilnius, reçoivent un email, prétendument au nom du Hamas, depuis une adresse ProtonMail, disant qu'une bombe se trouve à bord et qu'elle explosera quand l'avion arrivera à Vilnius. Alors là récemment, les médias occidentaux sont jetés sur une information selon laquelle l'email aurait été envoyé plus tard, à 12h57, c'est-à-dire après que l'avion ait commencé à se dérouter vers Minsk, grâce à une capture d'écran qui a été fournie par le site de l'opposant russe Khodorkovsky. Sauf que même ce site et les médias ukrainiens les plus anti-russes ont quand même admis dans leur article que l'aéroport de Vilnius a bien reçu un email à 12h25. C'est avant que l'avion n'entre même dans l'espace aérien biélorusse. Et 5 bonnes minutes avant que le contrôleur aérien de Minsk ne contacte le pilote de Ryanair
pour l'informer de la situation. Voilà. Et depuis, la Biélorussie a confirmé qu'elle a reçu 2 emails. Un à 12h25 et un à 12h56. Ce qui serait logique, le premier email a dû être envoyé de manière groupée à plusieurs aéroports en même temps, d'où le fait qu'il est arrivé à la fois à Vilnius et à l'aéroport de Minsk. Et alors pourquoi le deuxième? Alors il y a une hypothèse qui a été formulée par le site Moon of Alabama, qui est qu'il a fallu quand même de longues minutes, à peu près 17, au pilote de Ryanair pour se décider à opérer son changement de cap. Et il semble que la personne qui voulait que ce vol atterrisse à Minsk devait très certainement suivre le vol via des outils en ligne, genre FlightAware, etc. Et voyant que l'avion continuait sur sa route, il a dû se dire que le premier email, soit personne ne l'avait lu, soit il était passé dans la boîte spam, enfin bon. Et il a donc envoyé un deuxième. Peut-être cette fois uniquement à l'aéroport de Minsk, tu vois, pour éviter que ça passe dans la partie spam, parce que là, s'il avait envoyé à 3 ou 4 aéroports en même temps, effectivement, ça peut déclencher les filtres. Bref. D'ailleurs, là-dessus, le directeur de Proton Mail a été, fait preuve d'une partialité absolument crasse en ne parlant que du deuxième email et en omettant totalement le premier. Je veux dire, oui, bah, le truc, il est bien arrivé après, oui, et le premier. Je veux dire, c'est quand même hallucinant, bref. Donc, suite à ce premier email, donc, le contrôleur aérien de Minsk contacte le pilote de Ryanair, l'informe de la situation, et lui propose, j'insiste bien, il lui propose de se poser à Minsk où ils ont tout ce qu'il faut pour gérer un tel cas de figure. Donc comme je le dis, le pilote va mettre 17 minutes à se décider. Il va demander la fréquence pour pouvoir contacter sa compagnie. Enfin voilà, il va y avoir des tractations. Pendant 17 minutes, l'avion continue sur sa lancée. Et il choisit de lui-même de suivre la recommandation au lieu de poursuivre jusqu'à Vilnius. L'avion est alors escorté par un avion de chasse, parce que c'est la procédure dans ce genre de cas, surtout que sur la route, il y a une centrale nucléaire en Biélorussie, et comme l'ont dit les autorités biélorusses, on n'avait pas envie de se refaire un nouveau Tchernobyl, voilà. Et une fois l'avion atterri, il a été accueilli par une horde de pompiers et de démineurs avec les chiens qui l'attendaient pour fouiller l'avion et les passagers ainsi que leurs bagages. Ce qui sera fait, tout le monde est débarqué, les bagages sont fouillés avec les chiens, etc. Alors le patron de Ryanair qui est en mode « Oh, les gens ont été terrifiés, on a fouillé leurs bagages !» Ben oui, il y a une alerte à la bombe, c'est la procédure. S'il l'avait pas fait et qu'il y avait réellement une bombe et qu'elle avait pété, vous auriez dit quoi? Vous auriez fait un scandale aussi. Donc faut arrêter les conneries, à un moment, voilà quoi. Donc là, au moment de fouiller tout le monde, bingo, les autorités biélorusses découvrent que se trouvaient à bord Roman Protasevich et sa copine Sofia Sapega. Les deux sont immédiatement arrêtés. D'autres personnes demandent alors à rester à Minsk, à savoir un grec qui de toute façon se rendait à Minsk avec une escale à Vilnius, et de Biélorusses qui n'ont rien à voir avec le KGB, qui ont dû se justifier face caméra pour faire face à ces accusations débiles, enfin bon. Bref. De suite, donc les Occidentaux ont hurlé au détournement, que c'était un acte de terrorisme international, pour arrêter un opposant, blablabla. Alors, personnellement, je ne sais pas si c'est une opération du KGB biélorusse ou un joli piège tendu par quelqu'un d'autre. Entre autres, j'ai pensé quand même à l'Ukraine. Alors, j'ai exposé longuement cette hypothèse dans mon premier article, je vous y renvoie pour tout le détail, mais en gros, je pense que c'est plausible pour 3 raisons. D'abord, l'Ukraine a quand même un passif en matière de détournement d'avion pour arrêter un opposant. Je rappelle qu'en 2016, les autorités de Kiev ont obligé un avion de Belavia, et là c'était pas une proposition, d'accord? Ils ont obligé un avion de Belavia, donc la compagnie biélorusse, justement, l'a obligé à revenir se poser à Kiev pour arrêter un Arménien anti-Maïdan qui se trouvait à bord. Ils ont même menacé d'envoyer les avions de chasse s'ils revenaient pas. D'accord? Donc là, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout au même niveau. Je vous ai mis la transcription, une partie de la transcription en anglais de la discussion entre le pilote de Ryanair et le contrôleur aérien à Minsk. Vous allez voir, il n'y a aucune menace à aucun moment. Contrairement à ce que certains peuvent dire. Je vais en reparler d'ailleurs après. D'ailleurs, c'est marrant, à l'époque, en 2016, il n'y a personne qui avait piqué une crise d'hystérie à cause de ce détournement d'avion pour arrêter un journaliste anti-Maïdan, un journaliste arménien en plus. Pareil avec l'avion de Morales en 2013 pour fouiller, pour vérifier qu'il n'y ait pas Snowden à bord. Là, c'est marrant, c'est l'hystérie à géométrie variable. Bref. Deuxième argument potentiel, c'est que l'Ukraine a quand même une dent contre la Biélorussie, puisque la Biélorussie
renoue avec de bonnes relations avec la Russie, et puis ne suit pas la voie de la démocratisation à l'ukrainienne, je mets des très très gros guillemets, façon Maïdan. Et en plus, je rappelle, l'année dernière, Minsk a fait capoter le plan de l'Ukraine visant à récupérer 33 mercenaires russes, je vous en avais parlé l'année dernière, cette fameuse histoire grand guignolesque. D'ailleurs, je rappelle, à cette occasion, au départ, l'Ukraine comptait aussi détourner l'avion dans lequel ils allaient voler, comme l'a admis d'ailleurs publiquement Christo Groziev de Bellingcat. Je vous montre le petit tweet où il l'admet. Donc décidément, l'Ukraine et le détournement d'avion, si vous voulez, c'est une grande histoire d'amour. Voilà. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, c'est marrant parce que là aussi... aussi bien chez Bellingcat que chez ses patrons, ça choquait pas. Voilà, quand il s'agissait de capturer 33 mercenaires russes, c'est au KLM, il n'y a pas de problème. Pour arrêter par contre un opposant pro-occidental, là ça va pas du tout. Là c'est un acte de terrorisme international. Bref, je vous laisse évaluer le 2 poids 2 mesures. Troisième argument qui me fait pencher pour l'Ukraine, un beau petit piège de l'Ukraine, c'est que l'Ukraine a quand même un passif en matière de fausses alertes à la bombe, entre autres envoyé par Proton Mail vers des pays voisins, dont la Russie, qui est assez lourd. Voilà, il y a eu toute une époque en Russie où il y a eu une véritable vague de fausses alertes à la bombe, et il a été découvert qu'une bonne partie d'entre elles venaient d'Ukraine. Donc, si vous voulez, parce que moi, quand je vois les conséquences que va avoir cette histoire, et qu'elles ont déjà pour la Biélorussie, je sais pas pourquoi je vois pas Loukachenko, qui a réussi à bien manœuvrer l'année dernière pour s'en sortir, sincèrement. Je le vois pas se lancer dans un plan suicide pour récupérer Protasevich. Entre guillemets, le jeu n'en valait pas la chandelle. Voilà, ça colle pas, il y a quelque chose qui colle pas. Donc, soit vraiment il s'est dit, ça vaut le coup, peut-être pour remonter effectivement, comme l'a dit Xavier Moreau dans sa dernière vidéo, remonter tous les réseaux, parce que le mec il s'est mis à table. Il n'a pas besoin de torture pour ça, je vais y revenir. Il s'est mis à table et il commence à balancer tout le monde, puis son téléphone aussi, puisque ces gens-là n'ont rien protégé, rien, c'est extraordinaire. Tout est en clair, il suffit de récupérer les informations, c'est magnifique. Donc je sais pas, moi je pense que c'est une thèse plausible, le piège tendu par l'Ukraine, voire peut-être même par les petits copains de la CIA, puisque tout ce que fait le SBU est supervisé par les services secrets américains. Donc je peux pas l'exclure, je sais pas du tout. Est-ce que c'est vraiment... et Loukachenko dans ce cas-là a fait un gros simulacre, parce que je vous voyez les vidéos, vous avez vraiment une horde de camions de pompiers, les démineurs, les chiens, enfin vraiment ils ont tout fait effectivement comme si voilà, la menace était réelle. Donc ça me semble un peu énorme si tu veux de jouer ce simulacre-là juste pour mettre la main sur Protasevich et sa copine, quoi. Si vraiment c'était ça le but, pourquoi se faire chier, quoi. J'ai envie de te dire, ça colle pas trop. Et comme je le disais, donc, suite à son arrestation, Protasevich donc, est devenu la nouvelle coqueluche de l'Union Européenne et des USA, et ce malgré les relents nauséabonds de la biographie de cet opposant, enfin je peux même pas appeler ça un opposant en fait, c'est un mec qui était rédacteur sur une chaîne Telegram qui organisait en gros la tentative de coup d'état contre Loukachenko. Bon, quand tu joues à ce genre de jeu-là, tu sais qu'il y a des risques. Voilà. Et le plus beau, c'est qu'en fouillant un petit peu, la bio, et puis trouver des informations sur ce, comment on pourrait dire ça, soi-disant défenseur de la démocratie en Biélorussie, il y a des trucs qui sont remontés, ouais, non, ça colle pas. Ça colle pas, entre autres, des photos de Roman Protasevich au sein du bataillon néo-nazi Azov. Des photos qui ont refait surface, qui ont quand même mis à mal la belle histoire de ce petit jeune journaliste biélorusse qui promouvrait la démocratie en Biélorussie et qui aurait couvert le conflit du Donbass. Alors c'est les médias russes et biélorusses qui ont levé le lièvre. Alors déjà, moi, tu me dis le mec était journaliste dans le Donbass, premier truc, je fais une recherche. J'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé un seul article signé de sa plume sur le conflit du Donbass. Rien, nada, que dalle, pas un seul. Déjà ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, ça colle pas. D'accord ? Ensuite, on a eu Andrei Biletsky, qui est quand même l'ancien chef d'Azov, qui a lui-même reconnu que Protasevich avait fait partie de son bataillon, mais soi-disant, de nouveau, comme journaliste. Petit problème, c'est que juste après qu'il ait admis ça,
Donc on avait commencé à mettre le pied dans la porte. D'autres photos sont sorties, y compris certaines trouvées sur son propre téléphone. Et là, l'histoire qu'elle raconte, c'est pas la même. Alors, moi, je vous l'ai montré, hein, les photos. Moi, j'aimerais savoir depuis quand les journalistes posent l'arme à la main pour le magazine de recrutement d'un bataillon néo-nazi. Hein, depuis quand les journalistes défilent avec les militaires dans une parade comme ici à Mariupol, hein, l'arme à la main, hein, il est armé, il est en uniforme, il a le chevron du bataillon, il est équipé de pied en cap et il défile avec les autres sous le drapeau. Voilà, j'aimerais aussi savoir quel est le modèle de la caméra ou de l'appareil photo qu'il tient sur cette photo-là ou sur celle-là. Hein, voilà, alors ça, mes enfants, ça s'appelle une Kalachnikov, hein, c'est pas du matériel de journaliste. Non. Non, les chargeurs pour balles dans le gilet pare-balles non plus, c'est pas du matériel de journaliste, hein, je veux dire, voilà. Alors on a eu The Insider, on a eu Bellingcat et The Insider, leurs petits copains russes qui ont été mis sur l'affaire, mais même eux, ils ont lâché le morceau tellement c'était indéfendable. Ils ont essayé de partir sur l'idée que d'abord la couverture avait pu être bidouillée. Sauf que bon, moi j'ai remis la main sur une archive d'un compte VK d'Azov de 2015 où tu trouves effectivement le PDF du document. Hein, donc bon, la couverture est bien authentique. On a The Insider qui a essayé ensuite de partir sur une autre idée en disant c'est pas Protasevich sur la couverture, c'est un autre soldat qui est mort depuis. Sauf que ça tenait pas du tout la route non plus, donc ils ont retiré l'article en question. Quand les autres photos, vidéos de la parade à Mariupol sont sorties, on prouvait que c'était lui définitivement. Il y a aussi une autre photo qui est sortie, qui montre en gros la préparation avant la photo de couverture du magazine. C'est-à-dire, tu le vois avec la même nana que sur la couverture, elle est en train de lui ajuster les trucs, tu vois, pour qu'il soit beau et tout. Donc, c'est bien lui. Je veux dire, là, c'était indéfendable. Donc, même Bellingcat, même The Insider, ils ont lâché l'affaire. Même le père de Protasevich, dans une interview donnée l'année dernière lors d'une manif à Kiev en faveur de la Biélorussie, enfin, bien sûr, de l'opposition biélorusse, hein, faut comprendre comme ça. Il avait avoué, il avait été interviewé comme ça par c'est Current Time, donc Nastasia Vremia, qui est en fait une émanation de Radio Free Europe, hein, donc le média de la CIA. Il a dit lui-même que son fils avait combattu dans le Donbass côté ukrainien. Il s'est rétracté depuis, bien entendu. Comme c'est pratique. Et puis, pour finir, on a une des photos trouvées dans le téléphone de Protasevich qui a fini de prouver qu'il avait bien combattu, puisque en 2015, on avait eu un volontaire biélorusse au sein du bataillon Azov, surnommé Kim, qui avait donné plusieurs interviews à des médias ukrainiens, et même à RFE et RI, même à Radio Free Europe, où il explique pourquoi il s'est engagé, qu'il a combattu, et qu'il a été blessé au combat à Shirokino. Or, Protasevich a toujours dit qu'il avait été blessé là-bas, comme c'est bizarre. Et cerise sur le gâteau, la photo qui illustre l'article va vous rappeler quelque chose. Ouais, c'est la même photo que celle qui était trouvée par le KGB biélorusse dans le téléphone de Protasevich, avec juste un cache sur le visage, mais c'est exactement la même, hein. Je vous mets le comparatif. Il n'y a pas photo, hein, comme on dit, hein, sans mauvais jeu de mots. Il y a aussi une photo où il porte un joli t-shirt avec des croix gammées dessus, qui a été trouvée. Donc le mec, il n'a pas juste fait partie du bataillon Azov, et puis c'était pas son idéologie, si tu veux. Voilà, là t'as la preuve, le mec il adhère à 100% à l'idéologie néo-nazie. Alors malgré toutes ces preuves et le fait que, comme je dis, même Bellingcat a lâché l'affaire tellement ça schlinguait, on a l'immonde, et puis surtout l'inénarrable, Paul Gogo, oui je sais, il va m'accuser de harcèlement, mais s'il arrêtait de débiter des conneries à chaque tweet, si tu veux, on serait pas obligé de les commenter, hein, parce que il continue de prétendre que tout ça c'est de la propagande russe et biélorusse.
Alors le mur de Twitter de Paul Gogo, c'est Fantasyland. Le mec vit dans une réalité alternative. Vous irez lire, ça vous fera marrer un coup. Bon, lui répondez pas, hein, le harcelez pas, ne vous en prenez pas à lui, ça sert à rien, de toute façon il va vous bloquer. Le mec se ridiculise tout seul et puis il m'a déjà accusé de le harceler, alors j'ai pas envie qu'il dise que j'ai envoyé ma communauté le harceler sur son mur Twitter. Voilà, hein, voilà. Il y a déjà assez de gens qui lui ont répondu, qui lui ont mis le nez dans le caca, qui lui ont dit qu'il était complètement à la ramasse et à côté de la plaque. Le mec s'est enferré dans ses mensonges jusqu'à se ridiculiser totalement, donc franchement, juste allez lire pour vous faire plaisir, parce que franchement, vous allez rigoler, mais moi je me suis bidonné, mais pendant des heures, hein, franchement, j'ai remonté son fil Twitter, les réponses qu'il donne, je vous en mets quelques-unes, hein, là, comme ça, en screenshot, enfin, c'est délirant, je veux dire, quand t'as tous les éléments que tu regardes objectivement, tu peux pas dire que c'est juste de la propagande et que c'est pas vrai comme il le fait, enfin, je veux dire... Là, c'est vraiment en mode je ne vois rien, je n'entends rien, je ne sais rien, en mode Papa Schultz, quoi, tu vois. Mais arrête, enfin, Paul, si tu vois cette vidéo ou si quelqu'un te l'envoie, arrête, supprime tes tweets ridicules qualifiant les faits de propagande. Je te dis, même Bellingcat et The Insider, c'est des pros du mensonge, des mecs qui peuvent te faire avaler les couleuvres les plus énormes, d'accord? Te mentir, te sortir la plus grosse énormité possible, en te regardant droit dans les yeux sans trembler des genoux. Même eux, ils ont déclaré forfait. Même eux, ils en sont venus à tenter une diversion minable en parlant d'histoires de propagande russe anti-vaccin Pfizer, parce que la couleuvre était tellement grosse que là, ça passait plus. Même eux qui sont des spécialistes. Voilà, même The Insider a supprimé son article, d'accord? Ils ont même pas osé se rétracter, ils ont supprimé l'article en douce en pensant que personne ne le verrait. Hein, parce que l'histoire que c'est un autre soldat qui serait mort, ça tenait pas la route. Alors arrête! Comment tu peux te prétendre être un journaliste neutre et objectif en sortant des conneries pareilles? Sérieux, on dirait l'adepte d'une secte complètement endoctrinée qui refuse de voir l'évidence en mode je me bouche les oreilles et je ferme les yeux, j'entends rien, je vois rien. Papa Schultz, hein, pour ceux qui connaissent, hein, donc la fameuse série Stalag 13, on avait Papa Schultz, donc un soldat allemand, qui passait son temps à dire je n'entends rien, je ne vois rien, je ne sais rien. Voilà, donc là c'est ça. Je veux dire, non, mais là c'est quand même grave, là. Arrête, tu t'enfonces, mais... Et l'immonde avec. Arrêtez de prétendre que c'est juste de la propagande russe et biélorusse, arrêtez. Il y a assez de preuves et d'évidences maintenant entre les photos, les vidéos, l'interview... Je dirais arrêtez. Arrêtez de vous ridiculiser, ça devient vraiment énorme. Bref. Et puis alors, cerise sur le gâteau, parce qu'au début tout le monde a parlé de Protasevich, mais il n'a pas été le seul à être arrêté. Sa copine, Sofia Sapega, a été arrêtée aussi. Il y en a qui se sont dit, ah mais c'est pas juste d'arrêter sa copine, machin. Mais en fait, c'est la même. C'est la même, c'est-à-dire que lui, donc, il s'occupait d'une chaîne Telegram qui organisait le coup d'État en Biélorussie depuis la Pologne. Hein. D'ailleurs, la chaîne Telegram qui est aussi financée par la Pologne, d'ailleurs. Ça s'appelle de l'ingérence. Hein, quand c'est la Russie, c'est pas le droit. Par contre, quand c'est vous, c'est normal. Ah, c'est la démocratie, pardon. Alors, elle a avoué sans contrainte ni violence, hein, elle aussi, je précise. Son avocat en a témoigné à la BBC, hein, qu'elle n'a pas subi de violence ni rien. Donc, les histoires de torture... vous pouvez arrêter, hein, voilà. Donc elle a avoué qu'elle était rédactrice pour une chaîne Telegram assez ignoble, nommée Le Livre Noir de Biélorussie. Alors ce truc, en fait, pour vous faire un résumé, c'est la version biélorusse sur Telegram de Miro Dvorets, en un poil plus gerbant. Oui, si, c'est possible. Voilà, donc sur cette chaîne Telegram, non seulement ils ont publié des informations personnelles de policiers, de juges, de procureurs, d'enseignants, de divers fonctionnaires, même des employés du privé qui soutiennent Loukachenko, mais en prime, maintenant, ils ont même publié des informations sur leurs femmes, leurs enfants, les adresses de toutes leurs maisons, d'achats, etc. Donc ils ont exposé des familles et des gosses à des représailles sanglantes. Non, mais ça, c'est des méthodes des nazis, hein, c'est... Hein, voilà. D'ailleurs, les commentaires sur la chaîne sont sans équivoque. Hein. C'est-à-dire les gens qui suivent cette chaîne, le Livre Noir de Biélorussie, postent des trucs, des gens, vous brûlerez avec vos enfants, nous vous enterrerons vivants, nous vous violerons et vous tuerons. Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Alors, elle aussi, ils ont trouvé pas mal de choses dans son téléphone. Comme je vous dis, ils ont rien caché, c'est magistral.
Et donc, le KGB biélorusse a fait fuiter un certain nombre de morceaux choisis de discussions par messagerie. C'est édifiant. Je les ai traduites en intégrale, hein, vous irez voir dans l'article. Alors on a le chef, le curateur, qui est là, donc la personne qui est à la tête de cette chaîne Telegram, qui dit à un moment, bon bah ça y est, là on ajoute les adresses, les infos sur les femmes et les enfants des forces de police qui maintiennent l'ordre pendant les manifs anti-Loukachenko, pour, je cite, hein, qu'ils craignent pour la vie de leurs enfants. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu de la mentalité de ces gens-là? Alors juste après cette horreur, t'as une autre des participantes à la discussion qui a mis un portrait d'Hitler dans la discussion. Oh putain, je vais vomir. Alors, en plus, les personnes qui fournissaient les informations, et puis toute cette petite bande, hein, étaient payées pour ça. On apprend ainsi qu'ils ont payé des bonus jusqu'à 200 € pour un mec qui a fourni des informations vraiment détaillées sur les membres de familles de policiers qui ont maintenu l'ordre pendant les manifestations anti-Loukachenko. Donc il y a des gens en Biélorussie qui ont vendu, littéralement, leurs voisins, leurs connaissances et mis en danger les enfants de ces derniers pour du pognon. Bon, vu que les mecs, ils ont rien nettoyé derrière eux, je pense qu'il y aura une sacrée purge en Biélorussie. Je pense qu'il faut s'attendre à une belle vague d'arrestations. Les gens qui ont fait ça, ça va vous tomber dessus. Parce que, non, là, c'est immonde. Enfin, je veux dire, vous ayez des griefs contre Loukachenko, c'est une chose. Que vous balanciez les coordonnées détaillées et les informations sur les femmes et les enfants de policiers, ça, c'est inacceptable. C'est les méthodes des nazis pendant la Grande Guerre. Hein, c'est les mêmes. C'est les listes d'exécution, on exécutait tout le monde, hein, voilà. Hommes, femmes, enfants, vieillards, voilà. C'est ces gens-là qui sont censés, d'après la propagande de l'Union Européenne et des États-Unis, apporter la démocratie en Biélorussie. Ça fait peur. Vous avez une notion de la démocratie qui est un petit peu spéciale, parce que là, Protasevich et sa copine, là, et toute l'équipe, derrière la tentative de coup d'État en Biélorussie, c'est qu'une bande de néo-nazis qui applique à la lettre les méthodes de leurs ancêtres idéologiques, en traquant non seulement ceux qui s'opposent à eux, policiers, juges, procureurs, enseignants, etc., mais aussi leurs familles, allant jusqu'à menacer des enfants. Bon, je parle même pas du portrait d'Hitler au beau milieu de la discussion. Alors, si c'est la vision de la démocratie promue par l'Union Européenne, je pense qu'il est temps pour les peuples d'Europe de se poser de sérieuses questions. Parce que là, ils veulent placarder. Donc, ils ont commencé, ils ont mis le portrait de Protasevich à Roissy-Charles de Gaulle. Donc, vous avez mis le portrait d'un néo-nazi qui a participé très certainement à des crimes de guerre dans le Donbass contre la population civile. Et ce mec-là, vous avez placardé sa gueule à Roissy et vous voulez que sa gueule soit placardée dans tous les aéroports de l'Union Européenne. C'est osé. C'est osé. Je pense qu'il y a quand même des petites questions à se poser là. Je pense qu'il serait sérieusement temps, entre autres en France, en Belgique, etc., que vous posiez des questions à vos dirigeants sur ce qu'ils font. Parce que tout accepter en mode silence, vous les laissez aller de plus en plus loin. Je veux dire, là, on en est à défendre et promouvoir un néo-nazi en Europe. Je veux dire, là, c'est choquant. Là, c'est vraiment choquant. Il faut vraiment que là, vous leur disiez que ça va trop loin. Parce que non, mais sinon, ça va être quoi la prochaine étape, quoi. Et je pense qu'on n'a pas fini de découvrir des horreurs, parce que comme je dis, ils n'ont rien caché. Ils sont pas les seuls, d'ailleurs en Ukraine, ça a l'air d'être aussi la mode. J'ai traduit cette semaine une nouvelle enquête de Vassili Prozorov sur l'Ukraine Gate, donc c'est la partie numéro 3. Je vous encourage à aller la lire, je vous en parle pas ici parce que c'est assez long. Mais allez la lire, c'est assez intéressant. Donc de nouveau, c'est sur les histoires d'interférence de l'Ukraine dans le processus électoral présidentiel américain. Où on découvre que la corruption est tellement endémique et les corrompus tellement peu punis que les mecs discutent de pots de vin de 5 millions de dollars, par téléphone. Rien n'est crypté, rien n'est... c'est hallucinant.
on a des discussions sur Signal entre une nana qui essayait avec un pot de vin d'effacer des histoires judiciaires d'un oligarque qui est lié entre autres à Biden hein, et à la Burisma. Voilà, elle était en train de négocier un pot de vin de 5 millions de dollars en messagerie privée sur Signal. Ils n'ont rien nettoyé. Ils ont discuté de ça, tout est sur le téléphone, quoi. Tout est sur le téléphone. Et elle discutait de ça avec un des chefs de la police, pareil, dont le nom n'est même pas caché. Enfin, ni elle ni lui ne sont sous pseudo. Et c'est effarant. Bah, quand j'ai lu les discussions, pareil, hein, on a les screenshots, on a les captures d'écran. C'est effarant. C'est effarant. Tu te dis que c'est pas possible. Tu te dis que. D'ailleurs, le gars du bureau anticorruption qui a levé le lièvre, hein, qui a fait arrêter tout le monde, au début, il y croyait pas. C'était tellement énorme. Il s'est dit, mais c'est un piège, quoi, tu vois. On essaie de me faire tomber dans un piège. Il y croyait pas, tellement c'était dingue. C'était dingue, les mecs étaient en train de discuter de, bon, alors là, l'affaire, tu l'as fait passer du SBU au ministère de la Justice, ça, puis là, donc là, alors, le pot de 25 millions, à qui tu penses c'est mieux de le fourguer pour que ça marche, enfin, du délire. Ça, franchement, ça m'a laissé, mais franchement, j'en revenais pas. J'ai lu les discussions sur le téléphone, c'est juste ahurissant. C'est comme les autres, là, en train de discuter de balancer les données, enfin, l'autre avec son petit portrait d'Hitler, enfin, les mecs, ils ont rien protégé, ils se sentent tellement impunis, tellement protégés, que tout est libre d'accès, c'est magnifique. Non, mais c'est différent. Je pense que Protasevich, qui est en train de se mettre à table, et sa copine, vont révéler des trucs très intéressants. Très. Je pense qu'on va découvrir comment a fonctionné toute cette tentative de coup d'État contre la Biélorussie. Et je pense qu'on n'a pas fini de découvrir des infos absolument croustillantes. Donc clairement, là-dessus, c'est une bonne prise hein, pour Loukachenko. Mais ouais, les conséquences pour la Biélorussie pourraient être quand même assez importantes. Donc on va voir un petit peu. Là, ils sont tous en mode complètement hystéro. Mais voilà, si effectivement, voilà, il y a un email d'alerte à la bombe, la Biélorussie n'a fait que suivre la procédure post-11 septembre, hein, à savoir voilà, proposer de détourner l'avion vers un aéroport qui peut gérer ce type de menace, fouiller l'avion, les passagers et leurs bagages, et escorter l'avion par un avion de chasse au cas où il y aurait un terroriste à bord, hein, tu sais pas, enfin je veux dire... donc voilà, c'est... Pour moi, pour l'instant, je vois pas de quoi blâmer les autorités biélorusses. En l'état actuel, ils ont fait ce qu'il fallait faire dans le cadre de la procédure dans ce genre de cas. C'est tout. Voilà, après, Protasevich et sa copine, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, donc comme vous le voyez, la situation ici se tasse un peu, donc j'espère qu'on va continuer vers une diminution, en tout cas un maintien en statu quo et pas vers une escalade. Je pense qu'on va rester sur un statu quo, voire une légère baisse des bombardements. Bon, l'Ukraine a été très occupée à taper sa crise d'hystérie dans l'affaire biélorusse, bien entendu. Un coup d'arrêt de liaison aérienne avec la Biélorussie. Alors déjà qu'elles en avaient plus que la Russie, mais alors là ça va devenir vraiment compliqué là, pour les Ukrainiens de se rendre où que ce soit. En plus, ils ont arrêté tout approvisionnement d'essence en provenance de Biélorussie. Ils avaient déjà un déficit en diesel. Et bien sûr, ils veulent plus ni d'électricité ni de Biélorussie ni de Russie. Donc non, c'est bien, je pense que l'Ukraine est en train de retourner au Moyen-Âge vitesse grand V, sous prétexte de russophobie et de biélorussophobie. Voilà, c'est magnifique. En tout cas, situation à suivre, hein, comme je dis, je pense que Protasevich va se mettre à table et on va découvrir un bon paquet d'horreurs. Je pense qu'on n'a pas fini. Et comme je dis, je pense qu'il est vraiment temps que vous posiez des questions à vos dirigeants, que vous, à un moment que vous tapiez du poing sur la table. C'est pas eux qui ont le pouvoir, hein, c'est vous, je le rappelle. Mais, ouais. Ils ne sont grands que parce que vous êtes à genoux. Rappelez-vous-en. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation et d'ici là, portez-vous bien.